Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies, comme trop souvent par le passé dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. J'ai besoin que nos grandes entreprises, nos concitoyens les plus fortunés, aident la nation à réussir. Je les réunirai et prendrai des décisions en ce sens dès cette semaine. Juan Branco, il y a 23 millions de Français qui ont regardé le président Macron. 23 millions. Et 23 millions qui pensent que ce gars-là a tous les pouvoirs, à lui tout seul, que tout repose sur lui, que tout vient de lui. Et toi, là, t'as fait un petit travail pour dire que non, il n'est pas tout seul. Ce qui est intéressant dans cette intervention, c'est ce qui s'est passé après. C'est-à-dire qu'il y a un moment d'intervention où il annonce qu'il va demander aux patrons de verser une prime à leurs employés. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe après, c'est que dans les heures qui ont suivi, il y a 4 patrons qui ont annoncé qu'en effet, ils verseraient une prime parce que c'était très important. C'est Xavier Niel, Patrick Drahi, Stéphane Richard, et j'ai oublié le dernier, mais en tout cas, quelqu'un qui est aussi très proche de Macron. Et là, on se rend compte qu'il y a une opération qui a été montée à l'Élysée, où l'Élysée demande à ceux qui ont permis l'élection d'Emmanuel Macron, ceux qui en fait l'ont soutenu depuis très tôt, très en amont, pour lui permettre d'arriver au pouvoir et permettre à cette personne qui était inconnue quelques mois avant son élection de se faire adouber par les Français, de prendre l'Élysée. Que ces personnes-là, aujourd'hui, restent liées avec Emmanuel Macron au point de co-construire son discours et de créer des liens qui font qu'en effet, ils vont organiser ensemble une opération de communication qui va donner l'impression aux médias et donc aux Français qu'en effet, la parole d'Emmanuel Macron produit des effets magiques et que par la simple grâce qui fait qu'il demande à des patrons, à tous les patrons de France de distribuer une prime exceptionnelle aux salariés, eh bien, il donne l'impression qu'en effet, M. Macron a ce pouvoir. Alors qu'en effet, en fait, évidemment, tout ça est organisé en amont, qu'il a demandé ce service à ces patrons-là, et que ces patrons le lui ont donné, en distribuant en fait, en somme, ça va être quelques centaines de milliers d'euros chacun, c'est rien, ou quelques millions d'euros éventuellement, ce qui n'est rien par rapport au chiffre d'affaires. Pourquoi faire ? Pour essayer de sauver le soldat Macron, pour essayer de sauver celui qui leur a permis de préserver leurs intérêts au sein de l'État. Qui est leur fondé de pouvoir. On pourrait dire ça, en tout cas, c'est l'expression qu'utilisait... Alors là, en 80 pages, tu publies un texte impubliable. Je ne sais pas si tu as trouvé un éditeur. Pas pour l'instant, non. Tu as des éditeurs qui t'appellent pour te dire on publie ? Non, pas encore. Non. Pas encore. Tu penses que ça va se faire ? Ça m'étonnerait. Ça t'étonnerait. Et tu vas fort quand même. Hein. Si c'est l'art de se faire des amis, tu cognes dans tous les sens et tu révèles des choses finalement sans génie particulier. Simplement, tu enquêtes, tu lis des bouquins, tu recoupes des infos, et on se demande ce que font les journalistes dont ça devrait être le boulot. Tu expliques pourquoi ils le font pas, tu rappelles un truc qui se répète à l'envi, que 90% des médias sont entre les mains de 10 milliardaires. On répète ça sans cesse. Mais là, on voit à quel point c'est vrai. Et j'essaie de montrer surtout l'effet que ça a. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un discours de la part des journalistes en France qui vise à prétendre que malgré ce fait, il n'y a pas d'effet sur leur papier, sur leur travail, parce qu'ils ne seraient pas censurés, parce qu'il n'y aurait pas d'intervention directe de ces individus. Or bon, c'est vrai qu'il y a peu d'interventions directes. Il y en a au Figaro, il y en a dans les journaux de Bernard Arnault. Il n'y en a pas, par exemple, dans ceux de Xavier Niel. Sauf que j'essaie de montrer qu'en fait, le fonctionnement est beaucoup plus fin et insidieux. C'est-à-dire qu'il y a en fait toute une série de mesures qui visent à créer un effet de censure indirect, très fort, notamment via le contrôle des recrutements, des promotions, des licenciements, etc. Et la précarité aussi. La précarisation des journalistes qui va faire, en fait, et je montre en fait comment ça a produit des effets politiques majeurs, comment en fait ces systèmes-là a provoqué l'élection d'un individu au sein de la présidence de la République. Si on est dans un espace démocratique, entre guillemets, qui permet à des personnes venues de nulle part d'émerger dans l'espace public en quelques mois parce que elles sont au service des intérêts de tel ou tel milliardaire, on rentre dans un système que l'on appelle oligarchique.
Une oligarchie, c'est quand il y a des personnes dont la fortune dépend en partie ou totalement de la commande de l'État, ou en tout cas des liens avec l'État, qui décident d'investir dans des médias pour avoir une influence sur l'État, pour constituer ou maintenir ou accroître leur fortune par ce biais-là. C'est exactement ce qui est devenu en France notre régime politique, et c'est pour ça aujourd'hui que les Xavier Niel, Bernard Arnault, Pinault, Lagardère, etc. investissent dans les médias, parce qu'ils ont besoin de ces relais pour influencer le politique, pour que ce politique leur rende service en retour. Et ça s'est mis en place de façon très spécifique, parce que jusqu'ici, le clivage droite-gauche faisait qu'il y avait une forme de respiration démocratique, parce qu'on était certes dans un système oligarchique, mais dans lequel il y avait des clans. Et ces clans avaient tout intérêt, se battaient entre eux et avaient tout intérêt à faire sortir des informations les uns sur les autres, ce qui permettait, ce que je disais, une sorte de respiration dans le sens où on voyait quand même parfois venir des choses apparaître dans l'espace public. Or Macron, et c'est là la source, pour moi, ce que j'ai expliqué dans le texte, la source du « en même temps » de Macron. C'est pas une innovation politique dans laquelle on sortirait des républiques partisanes avec tout ce que ça peut avoir de négatif, etc. C'est au contraire la condensation des différentes élites et des différents réseaux de l'élite parisienne qui vont en fait être unifiés et qui vont faire qu'on va complètement étouffer l'espace démocratique, parce que plus personne ne va avoir d'intérêt à tirer dans les pattes de l'autre, parce que tout le monde va être servi. En fait, la réussite de M. Macron, c'est celle justement de réussir à se faire interconnecter des réseaux qui jusqu'alors étaient opposés. Et donc, et là, dans cette coagulation de l'élite française, eh bien, il obtient une sorte de fulgurance comme ça médiatique, qui va expliquer notamment les 29 unes qu'il obtient de Paris Match et quelques autres en moins d'un an. Tout ça, ça a l'air complotiste quand je raconte comme ça, mais si vous me lisez, vous allez voir comment en détail, en fait, ça s'est passé comme ça, et même parfois de façon inconsciente pour une partie des acteurs qui ne se rendaient même pas compte qu'ils participaient à ce jeu. Entre 2016 et 2017, il va y avoir une fabrique à célébrité, à notoriété qui va se mettre en place par le biais de Mimi Marchand. Alors voilà, ça c'est le bouquin de Mimi Marchand, qui s'appelle Mimi, qui est sur cette femme, Mimi Marchand, écrit par 3 journalistes, et on découvre ce personnage. Alors Mimi Marchand, c'est un vrai personnage de roman, un personnage balsacien qui a eu plusieurs vies. Elle a d'abord eu une vie rangée, avant de tomber dans la délinquance, d'être mariée à un voyou, et puis ensuite elle a été garagiste, elle a tenu des boîtes de nuit, des boîtes de filles, et puis elle a déboulé dans la presse People au moment où c'était le grand boom, et elle est devenue la grande prêtresse de la presse People, avant de se retrouver au cœur du pouvoir, comme gardienne, en quelque sorte, de l'image privée du couple Macron. On est au printemps 2016, le couple Macron n'est pas connu du grand public, il souffre d'un déficit de notoriété, il y a des rumeurs sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron, et là, Brigitte Macron le vit très mal, et elle fait appel à son ami Xavier Niel, et donc il organise une espèce de ce qu'il appelle un petit goûter dans son hôtel particulier, et Michel Marchand va expliquer à Brigitte Macron comment fonctionnent les médias, et surtout va lui dire bien que ces photos dont tout le monde parle, elles n'existent pas, il n'y a pas de photo de son mari avec un homme, et que si elles existaient, elle les aurait. Donc il va avoir cette une détonnante où on va voir le couple Macron en maillot de bain sur la plage de Biarritz, on est en août 2016, et va suivre pendant toute la campagne presque une trentaine de unes, et à chaque fois c'est le couple amoureux à la montagne, à la mer, à la ville. Aujourd'hui, son pouvoir, c'est de mettre, comme elle dit, la poussière sous le tapis. Et c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, son vrai pouvoir, c'est de retenir une information. C'est-à-dire qu'elle est au courant, elle dit 15 jours avant les autres, d'une information, et cette information peut fuiter. Et donc elle va prévenir les intéressés, et elle va leur proposer ses services. Et ses services, c'est quoi? C'est des photos ni volées, ni posées, qui ressemblent à des paparazzas, mais qui n'en sont pas. Elle a aujourd'hui le pouvoir de retenir une information, d'empêcher une diffusion trop large d'une photo, et même parfois d'arrêter des enquêtes.
En fait, Mimi Marchand, c'est l'intermédiaire. C'est pas la source, évidemment, et c'est pas cette personne qui a été condamnée pour trafic de drogue, qu'on a chopé avec une camionnette avec 500 kilos de hashish. 500 kilos de hashish. Et qu'on retrouve en train de faire lever de la victoire au bureau d'Élysée suite à l'élection d'Emmanuel Macron. Niel a eu des histoires pour pornographie. C'est ça. En fait, mais qui présente Mimi Marchand et Emmanuel Macron, c'est Xavier Niel. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Xavier Niel va financer Mimi Marchand, qui sert d'intermédiaire aux puissants pour faire monter ou descendre tel ou tel ennemi ou telle personne qu'il faut appuyer. Et donc, Mimi Marchand va être financé par Xavier Niel, c'est raconté de façon indirecte dans le livre, parce qu'évidemment, il ne faut pas trop se fâcher, qui va en fait trouver accord avec quelqu'un qui est très proche du clan Macron, qui s'appelle Ramzi Kiroun. Ramzi Kiroun, c'est un autre homme de l'ombre, qui est l'homme de main de Arnaud Lagardère dans la presse. Certains agents d'influence refusent systématiquement d'apparaître dans les médias pour mieux tirer les ficelles en coulisses. L'un des plus influents, c'est Ramzi Kiroun. Une longue rencontre sans caméra n'a pas suffi à le convaincre d'être filmé. Il a grandi à Sarcelles, la ville de Dominique Strauss-Kahn. Il a tout fait pour travailler à ses côtés via l'agence Havas. Il a longtemps façonné et protégé l'image de DSK jusqu'à l'affaire du Sofitel de New York. À présent, il travaille pour l'un des plus puissants patrons français, Arnaud Lagardère. Ramzi Kiroun s'occupe de toute la stratégie de communication. Donc ça, c'est la deuxième étape. La première, c'est la cooptation, qui est difficile à mettre en œuvre. La deuxième étape, c'est maintenant, il faut vendre le produit. Une fois qu'on l'a chopé, il faut le vendre. Donc on fait ça très rapidement. On impose avec les moyens de l'État aussi. On voit que Ismaël Émélien va utiliser, c'est là où il y a le scandale de Las Vegas, dont les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Les plus de 300 000 euros, on se dit, c'est pas grand-chose finalement. Ce contrat qui est attribué en dehors des règles, en fait, ça fait partie de toute une série d'événements qui est organisée par le cabinet de Macron, qui compte à l'époque 6 conseillers en communication. Et on comprend maintenant pourquoi M. Macron a voulu réduire les cabinets ministériels. C'est parce qu'il a peur qu'on lui fasse le même coup qu'il a fait à Hollande. Bon bref, donc avec ces 6 conseillers en communication, il organise toute une série d'événements au ministère de l'économie pour essayer de se faire monter, donc en utilisant les moyens de l'État, pour essayer de se faire monter aussi pour faire du fundraising. Donc il invite tous les entrepreneurs de France et de Navarre, qu'il invite pour des événements officiels, qu'il invite dans la foulée à des levées de fonds, pour récupérer en quelques mois, avec 950 donateurs, 7 millions d'euros, ce qui lui permet d'avoir un plancher suffisant. Oui. Et ce qui est important, mais vous allez voir comment tout ça se met en cohérence. On dirait que je saute du coq à l'âne. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire comme ça et pas de se faire financer directement par un oligarque ? Parce que on se dirait, Niel pourrait directement mettre, il a 7 milliards d'euros de fortune, il pourrait mettre directement les 7 millions d'euros. Pourquoi est-ce qu'il se complique la vie comme ça ? Parce que ces gens-là savent qu'il est essentiel aujourd'hui de respecter formellement toutes les règles. Il faut absolument pas contourner, mais il faut absolument pas violer les règles sur le financement des campagnes. Or, le financement des campagnes est dit qu'il faut que le maximum de dons par individu soit de 7 500 euros à un personnage politique. Donc, en fait, ils construisent cette alternative, alors qu'ils auraient pu avoir accès au fonds directement, pour rester dans les clous. Mais dans les faits, en fait, ça reste une forme de corruption. Donc, on a d'abord la cooptation, ensuite la propulsion de notoriété, donc par ces deux biais, et la constitution de fonds. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous vous insérez dans l'espace public comme le ferait une star de télé-réalité? Parce qu'au final, c'est ça. Quand vous faites connaître via Gala, VSD, Paris Match, vous faites connaître d'une façon très superficielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en scène? C'est pas un parcours à la Chirac qui, avec tous ses torts et ses tares, je vais pas être celui qui le défendra, mais 40 ans à labourer le pays pour se présenter au peuple et pour, à un moment, trouver une forme d'inscription dans son rapport, dans sa chair, en fait, dans le rapport à l'histoire. Là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est très superficiel. C'est-à-dire, c'est très superficiel, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très friable. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut se défaire comme une star de télé-réalité. Vous l'adorez la première semaine. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce qui se passe, en fait. C'est que très rapidement, dès qu'on se rend compte que derrière l'image de papier glacé, on a quelqu'un qui est en fait extrêmement arrogant, qui est en fait un homme empli d'une morgue de classe, qui n'en a rien à faire du peuple, contrairement à ce qu'on prétendait. Quelqu'un, quand même, qui n'a pas présenté de programme pendant les 2 tiers de la campagne présidentielle. Et on a réussi à nous faire croire que c'était quelque chose de novateur. Mais Juan, qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau là-dedans? Je me souviens une expression, c'était la République des copains et des coquins. C'était Poniatowski qui avait dit ça, autant de Giscard, je crois, Pompidou, Giscard, etc. J'arrive pas bien à saisir en quoi est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a 3 choses pour moi qui sont nouvelles. La première, c'est que ça peut être dit.
Et ça peut être dit, on peut rompre en fait cette sorte d'uniformité médiatique jusqu'ici, en fait, créer des effets de censure. Là aujourd'hui, je peux produire un texte comme celui-ci et il peut être circulé énormément sans passer par aucun des filtres qui l'aurait amoindri, étouffé, etc. La deuxième chose que j'ai déjà dite, c'est le fait que le macronisme a cette spécificité, d'étouffer l'espace démocratique. Il y a plus d'alternative. C'est-à-dire l'idée vraiment, c'est de coaguler tous ces réseaux et c'est pas les réseaux Arnaud contre Pinault, c'est plus la Chiraki contre le Baladurien, ou la Mitterrandi contre la Chiraki, ou la Giscardie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour la première fois en France, la volonté d'instaurer un système unique, en fait, qui du coup va faire que plus rien ne filtre et où va créer un étouffoir extrêmement difficile à contrecarrer. Et le troisième point important, et c'est là où je relierai aux Gilets jaunes, c'est qu'il y a une volonté de prédation de l'État et du bien public, et on le voit notamment avec l'aéroport de Paris, mais c'est pas le seul, qui est extrêmement nouvelle, voire unique, et dont la seule point de comparaison, et je pense que l'origine qui existe par rapport à ça, c'est en fait le régime Balladur, entre 93 ou 95, où on va pour la première fois mettre en place un système de prédation complète dans lequel, en gros, tout ce réseau d'inspecteurs des finances, qui après va avoir du succès, comme Nicolas Bazire et Jean-Marie Messier, etc., vont pour la première fois non seulement privatiser de façon massive des biens de l'État, mais derrière vont se faire nommer à la tête de ces nouvelles instances, où ils vont faire exploser les salaires pour se créer en fait un pouvoir en propre en dehors de l'État sans retour possible. En fait, ils vont, à partir de leur position au sein de l'État, tirer des richesses pour eux, qui vont en fait redistribuer à des actionnaires par ailleurs, mais dont ils vont garder une partie, ils vont l'intégrer dans le privé au détriment de l'État, sans aucune gêne, sans aucun scrupule, et sans volonté à un moment de revenir ou d'autre. Alors que jusqu'ici, en fait, même dans la corruption de la droite, même dans la violente corruption de la droite institutionnelle, il y avait une volonté d'instrumentaliser, de contrôler le privé. C'est-à-dire l'État laissait exister des sphères privées, mais toujours sous contrôle, et en fait, c'était para-étatique, en quelque sorte. Les grands groupes qui existaient à l'époque, quelque part, servaient encore le projet politique qui était instruit par l'État. Là, il y a une autonomisation de la sphère financière et de la sphère du privé qui va faire que ces grandes entreprises qui sont privatisées ne vont suivre plus que leurs intérêts, l'intérêt des actionnaires, d'un actionnariat qui, par ailleurs, est de plus en plus international et étranger. Et du coup, il y a une perte de souveraineté qui se ressent, qui explique l'impuissance des discours politiques. On ne peut plus rien faire, non seulement parce qu'il y a l'Union européenne, etc., mais tout simplement parce qu'on s'est retiré les outils qui permettaient jusqu'alors, parce qu'on est allé trop loin. On est allé trop loin dans la prédation. Et du coup, en fait, tous ces réseaux qui jusqu'ici dominaient et circulaient au sein de l'espace public des grands corps d'État, n'ont eux-mêmes plus de prise. C'est-à-dire Macron qui fait un pantouflage énorme en passant de l'inspection générale des finances, en utilisant les réseaux qu'il obtient là-bas pour rentrer chez Rothschild et gagner en quelques millions d'euros en quelques années. C'est le dernier élément d'une espèce en voie d'extinction, parce que l'État a de moins en moins de pouvoir, donc les personnes... En fait, il y a presque de moins en moins d'intérêt à corrompre le personnel de l'État, des grands corps, parce que ces personnes ont de moins en moins à donner au privé et à la sphère financière, parce que la sphère financière, c'est déjà trop gavé. On a trop donné sans retour. Et donc là, on arrive à un point, justement, de rétrécissement de l'action publique qui crée son impuissance et qui fait qu'à un moment, il y a une prise de conscience qu'il y a un pillage qui est en cours, qu'il y a un pillage qui est excessif. Je crois qu'on a je suis pas à la mode quand je vais vous dire ça, je crois qu'on a un super président qui est capable d'amener des choses, de réformer la France. Il faut qu'il la réforme de tous les côtés. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'il l'a réformé ou qu'il l'a fait pour aider les plus aisés. Il est en train de faire des lois fantastiques. Aujourd'hui, en France, j'ai gagné beaucoup d'argent. Si je veux donner cet argent à des fondations, à des associations, le jour où je dors, j'en ai pas la possibilité. Ils sont en train de travailler sur une loi qui permet de redistribuer pour des gens comme moi, si je le souhaite. C'est à la liberté de chacun, c'est pas une obligation. Et donc, il change la France où il crée des choses que aucun président ou aucun gouvernement précédent n'ont envie de faire. Donc, ça va dans son sens. Maintenant, dire ça, aujourd'hui, c'est un peu être le seul à votre ce matin. Toi, c'est courageux. Mais non, je cherche pas à être courageux. Je dis juste qu'on essaye de regarder un machin dans son ensemble, et quand on le regarde dans son ensemble, il représente quelque chose qui peut sembler négatif. Un président des riches, eh bien, il faut virer ce marqueur, parce que je l'ai rencontré quand il était chez Hollande, il était différent, voilà, et je pense pas qu'il ait changé, et je pense qu'on a quelqu'un qui a envie de changer, de faire évoluer le pays. Alors après, on peut faire des gaffes de fond, de forme. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais j'espère qu'on continuera. Comment tu connais ce monde-là de l'intérieur ? À un moment, tu dis qu'en 2014, Xavier Niel t'annonce que Macron deviendra président de la République en 2014. T'étais copain avec... J'ai été programmé, moi, pour faire partie de ce monde. Moi, j'étais programmé pour devenir un des dominants. Enfin, c'est comme ça que moi, je les appelle. C'est-à-dire, moi, j'ai fait ma scolarité dans un des lycées les plus élitistes de Paris, les plus huppés, en tout cas plus qu'élitistes, l'école alsacienne, dans laquelle il y a une concentration de capital culturel et symbolique ahurissante, économique aussi.
Et ensuite, j'ai fait Sciences Po, Normal Sup, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les écoles de la République qui sont censées vous amener à des positions de pouvoir en France. Or, l'accès au pouvoir aujourd'hui en France est extrêmement limité. Aujourd'hui, il y a des voies tracées très tôt qui vous permettent de rentrer. T'es un traître. Et moi, du coup, Xavier Niel me rencontre en 2014 parce qu'il rencontre tous les jeunes de 20 à 25 ans, enfin plutôt de 25 à 30 ans, qui ont ces formations-là, qui sont sur le point de prendre des postes de responsabilité, dont il sait qu'ils vont avoir des responsabilités pendant 40 ans, et il les prend presque à la crèche, c'est-à-dire quand ils sont encore un peu malléables, etc., pour leur faire un numéro. Il fait 3 déjeuners comme ça par semaine, pour leur faire un numéro, les séduire, etc., leur dire, ah tiens, on pourrait peut-être travailler un jour ensemble, etc., pour s'assurer que ces gens-là, à tous les échelons hiérarchiques, ensuite, sauront agir avec sympathie à son égard. C'est une corruption douce, dans le sens où en fait il leur donne pas de l'argent, mais il les invite dans un restaurant sympa à Madeleine, et il essaye, bon évidemment une dimension un peu de revanche où il essaie de s'imposer un peu à eux parce que lui-même n'a pas réussi ses grandes écoles, même s'il l'a essayé. Et donc voilà, donc moi quand quand Xavier Niel me rencontre en janvier 2014 et qu'il me dit à la fin, ah, tiens, j'ai un texto Emmanuel Macron que je connais à l'époque alors que personne ne le connaît parce que je suis déjà dans ces petits réseaux, donc j'ai entendu parler de lui depuis 2 ans, je le vois monter, je vois très bien où est-ce qu'il... Et il me dit... Tu l'as rencontré, Macron ? Macron, je l'ai vu à Sciences Po une fois. En 2013, une conférence où il donne une conférence qui est une bouillie intellectuelle complète, où c'est là aussi on se dit la médiocrité de nos élites, quand même, ils ont cru que ce type était un génie, c'est quand même grave, quoi. En plus, il mobilise que des références intellectuelles de droite. Mais comme étudiant, tu t'en rendais compte ? Les étudiants se rendaient compte qu'il n'était pas bon ? Non, parce qu'à Sciences Po, en fait, le niveau est relativement faible intellectuellement parlant. C'est-à-dire dès qu'on vous cite 3 auteurs et demi qu'on a tirés d'un manuel de culture G, enfin, ça passe, quoi. Mais si vous avez fait de la philo, parce que moi, c'était ma spécialité, en fait, et que vous voyez que, il les cite n'importe comment, parfois en les confondant, que 2, ceux qui citent Aron, Tocqueville, Constant, c'est que des penseurs libéraux de droite, alors qu'il est censé être socialiste à l'époque, il se dit de gauche, très pour... Là, vous dites quand même, les gens qui l'ont fait monter, enfin, il y a quand même parce que bon, quelque part, vous pourriez vous dire, bon, dans toute société, il faut une hiérarchisation, il faut des gens qu'on va former, qu'on va préparer pour prendre des responsabilités particulières. Mais quand on en arrive à ce niveau-là, on se dit, il y a quand même en croyant un système, même en n'étant pas anarchiste ou juste, enfin, il y a quand même un problème. Sarkozy, il était plus cultivé que ça, il était plus malin. Mais Sarkozy n'a pas joué cette carte, c'est ça qui est intéressant. Sarkozy n'a pas cherché à se faire passer pour le surgeon d'élite, ce qui est au contraire la carte qu'a joué Macron à fond pour séduire ces gens-là. Or, il a réussi à les tromper. C'est ça. Sarkozy allait voir ces gens-là au bagou en disant bon, bah, on va faire des affaires, vous inquiétez pas. C'est le mot qui correspond, le bagou. Je rends service, quoi. Et il l'a fait de façon éhontée, c'est ce qu'il a payé à la fin. C'est qu'il avait aucun complexe. Macron, c'est l'inverse, c'est dire moi, je vais vous montrer que je suis vraiment supérieur intellectuellement, etc. Et il y arrive. Il arrive à leur faire croire ça. Alors que encore une fois, moi j'avais 21 ans et je vois que c'est de la bouillabaisse. C'est vraiment ridicule. Bon, bref. Donc je vois à ce moment-là, et donc à partir de là, moi j'identifie l'imposture et je me dis ce type, en fait, on va se le prendre pour longtemps. J'écris déjà un texte sur lui à l'époque, et en effet, et je le vois monter, et on me propose de travailler 2 fois avec lui quand même. Parce que ce que je décris là aussi, c'est les réseaux Sciences Po. C'est comment quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Jouyet, qui était directeur d'inspection et finances, qui est très important. Pourquoi est-ce que Jean-Pierre Jouyet est important ? Vous vous en souvenez peut-être, il est devenu secrétaire d'État aux affaires européennes sous Sarkozy. Or, cet homme-là, jusqu'alors, se prétendait être de gauche d'une gauche socialiste profonde. C'était le meilleur ami de François Hollande, qui mettra longtemps à lui pardonner, sauf qu'il finira par lui pardonner, il le nommait secrétaire général de l'Élysée. Donc vous voyez, il bascule de la gauche à la droite, de la droite à la gauche, comme si c'était indifférent. Le en même temps de Macron, c'est ça, c'est des gens qui sont au cœur de l'élite et qui n'ont qu'un intérêt, c'est préserver leur pouvoir. Les suffrages démocratiques, les alternances démocratiques, c'est des choses qui sont embêtantes pour eux. C'est des choses qui, à un moment, les forcent à passer des périodes de creux, et que Macron va résoudre, en fait, va dire mais non, mais avec moi vous allez pouvoir être de droite ou de gauche et vous allez quand même garder le pouvoir. C'est ça la force de Macron, c'est pour ça qu'il séduit autant ses élites. Et donc ce Jouyet qui inaugure, en fait, en passant de la droite à la gauche comme si de rien n'était, ça va être la matrice de la Macronie. C'est lui qui va en fait lui permettre de monter, notamment avec l'aide de Laurent Bigorne, président de l'Institut Montaigne, qui est en gros une sorte de think tank qui fait du lobbying pour le CAC 40 en faisant des pseudo-études qu'il distribue dans l'espace public en expliquant que le chômage est trop, enfin que les allocations chômage sont trop hautes et le SMIC est trop aussi, et vraiment qui est financé explicitement par le CAC 40. Là, c'est pas caché, vous allez sur le site et ils vous disent que c'est le think tank du CAC 40. Et Laurent Bigorne qui est un très proche de Jouyet, qui vont en fait ensemble, bon je détaille là, je vais un peu vite, mais qui vont ensemble fournir à Macron la deuxième mamelle. La première mamelle, la notoriété, avec les oligarques qui vous propulsent. Et la deuxième mamelle, c'est l'accès à la technostructure. C'est-à-dire ceux qui vont en fait vous donner des relais au sein de l'État,
et au sein des élites financières secondaires qui vont vous permettre justement d'avoir l'argent pour faire campagne. Et donc ça, c'est ce qu'il va faire après au ministère de l'économie, mais aussi d'avoir les relais au sein de l'État pour vous faire obéir. Parce qu'il y a un moment aussi, il faut que l'État vous obéisse. Alors que c'est quand même pas évident que cette haute fonction publique qui est en train de perdre tout son pouvoir, à force de pillage, à force de privatisation, etc., théoriquement, si vous regardez ça sociologiquement, vous pourriez vous dire, mais tous ces hauts fonctionnaires, ces énarques, ils devraient se rebeller. Ils devraient dire, mais attendez, vous êtes en train de nous enlever des postes. Vous êtes en train de nous enlever le sens de notre travail. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour... on s'est embêté à passer le concours de l'ENA quand on avait 20 ans, à sacrifier notre vie, etc., pour être puissant. Et là, vous êtes en train de nous faire de nous des frais du quai. Et bien, ces classes sociales ne se rebellent pas, parce qu'il va y avoir tout un système de prébende que je détaille, qui s'est mis en place, notamment par Jean-Pierre Juillet, qui est issu des plus grands corps de l'État, et qui va créer un réseau de solidarité autour de Macron. Quelle opposition à tout ça? Là, pour la première fois, en tous les cas, de ma vie à moi, c'est de voir des gens qui arrivent place de la Concorde, et qui vont casser la gueule à Macron. Ils sont, semble-t-il, déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'à satisfaction de leurs revendications. On lâchera pas et Macron on ira te chercher, sache-le, on ira. Paris brûle, Macron recule. N'oublie pas, on viendra te chercher comme prévu. Paris brûle, Macron recule. Pourquoi les gilets jaunes existent? C'est en réaction en fait au fait qu'on ne dit plus le réel. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent plus portés ni représentés, certes, mais ils sentent qu'on ne leur dit pas la vérité. On leur parle de transition écologique, de taxe carbone, qui sont je sais pas quoi. Et à un moment ils disent on se fout de notre gueule et personne n'est là pour nous dire on se fout de notre gueule. Donc qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de prendre la parole nous et de se révolter contre le système et de le faire tomber. Parce que ce système, en fait, c'est pour ça qu'on a cette sorte de verticalisation sur le contre-Macron et compagnie, cette obsession de la chute de Macron. Parce qu'ils sentent bien que la seule possibilité, c'est de renverser la table complètement, c'est de réinaugurer l'ensemble de cet espace médiatique, politique et social. Les gilets jaunes se rebellent parce qu'ils se sentent trahis par cette classe politique, journalistique, etc. Parce qu'ils voient bien qu'ils ne remplissent plus leur rôle, qu'au contraire, ils se sont asservis à ce système, soit par intérêt, soit par veulerie, soit tout simplement par inconscience ou bêtise, et que du coup, ils ne jouent plus leur rôle de soit porte-parole, soit de représentant, soit d'intermédiaire. Et du coup, en fait, ces personnes-là, c'est des personnes qu'il faut destituer. Et les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils font? Les gilets jaunes, en fait, ils prennent ces sujets à bras-le-corps. Alors certes, de façon maladroite, certes avec une discursivité qui peut apparaître limitée dans un premier temps, mais justement parce que c'est ceux qui ont le plus cru au système. C'est ceux qui croyaient à la démocratie représentative. C'est eux qui ont accepté de déléguer leurs paroles à des journalistes, à des politiques, etc. C'est eux qui se rebellent. C'est ces personnes-là qui faisaient le cœur du régime. Ceux qui ont cru quand on leur disait on va s'occuper de vous, c'est pour le mieux, ça vous permettra de vous libérer, de vivre votre vie sans avoir à vous préoccuper de ces sujets. Et qui à un moment ont été tellement trahis. Et Emmanuel Macron, c'est vraiment l'épitomée, en fait. C'est quand on arrive l'épitomée, c'est-à-dire qu'on condense tout, c'est-à-dire qu'on arrive au point ultime de corruption de ce système. À un moment, ils sont obligés de se ressaisir du politique, de dire non mais là on est allé trop loin, donc on est obligé de recommencer à parler par nous-mêmes parce qu'on ne vous fait plus confiance. Et du coup, bah oui, ça donne des discours complètement foutraques au début, mais très rapidement qui se structurent, très rapidement qui commencent à construire des liens entre l'ISF et la taxe carburant, des choses que les élites elles-mêmes n'avaient pas réussi à concevoir, n'avaient pas réussi à mettre en discours parce que c'était laissé enguirlandé par les discours sur la transition écologique. L'opposition, il y a quand même une opposition. Il y a quand même une opposition. Mais attends, prenons la France insoumise. Prenons qui a ta sympathie, si j'ai bien compris. Qui a ma sympathie, oui. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la France insoumise, elle était paradoxalement, était une des dernières chances du système. Elle était une des dernières chances de Macron. Sa capacité à lui porter la contradiction, à limiter sa propension en fait à rentrer dans une sorte de conflit d'intérêts systémique, une endogamie catastrophique et finalement des politiques qui en fait ne vont servir que ceux qui sont autour d'eux, parce que cette perte de lien avec le peuple, ce fait d'être constitué que par des oligarques, etc., évidemment, ça a un effet à la fin. Vous finissez par ne plus savoir pourquoi vous faites de la politique, vous ne sentez plus le pays, du coup vous vous laissez influencer par ceux qui vous entourent, et du coup évidemment vous mettez en place des politiques qui sont uniques sans vous en rendre compte. Et c'est ce qu'avoue Emmanuel Macron sans en tirer les conséquences, quand il dit on a fini par ne pas voir et commence à nous faire dans un truc lacrymal, la retraitée, la femme avec enfant,
qui est divorcé, etc. Il essaye de façon caricaturale de revenir à un réel qu'il n'a jamais connu, parce qu'il était propulsé dès le départ dans des environnements... Il n'est pas crédible dans ce domaine-là. Mais bien sûr, parce qu'il n'a jamais connu ça. Il n'a jamais cherché... Il a aucun lien avec tout ça organique, parce qu'il est construit par ces gens-là. Et donc la France Insoumise avait cette capacité, quelque part, et la force de la France Insoumise, c'est justement d'avoir senti le truc et d'avoir fait élire des gens qui viennent de ces couches populaires, de cette diversité en fait sociale, les catenins, les panneaux, etc. C'est quand même des gens qui ont un parcours ancré dans un réel et qui du coup, c'est pour ça en fait, je pense qu'ils ont eu un tel écho social et politique pendant cette période, malgré leur faible nombre de députés. C'est parce qu'on sentait bien qu'ils mettaient en tension le macronisme en inversant. Tu parles à l'imparfait, tu dis ils avaient. Oui, parce qu'évidemment, aujourd'hui, la France Insoumise est juste paralysée par la peur de se faire dégager. Aujourd'hui, la France Insoumise a peur de partir avec le système. Et du coup, ils sont dans un discours très tendu, qui est de dire mais comment est-ce qu'on arrive à ne pas apparaître comme récupérant le truc et en même temps étant de leur côté, en même temps jouer un jeu institutionnel. C'est ce qu'essaie de faire Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il faut la dissolution de l'Assemblée. Il veut un nouveau Premier ministre, alors que les gens veulent la démission de Macron. En tout cas, ceux qui protestent, ce qu'ils cherchent, c'est pas Édouard Philippe. Aujourd'hui, si vous faites voter demain les gens pour de nouveaux députés, moi je pense que personne va les voter et que personne va considérer que ça changerait quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de force représentative capable de porter cette parole, parce que les gens n'ont plus confiance. C'est là où j'essaie d'expliquer dans le texte pourquoi est-ce que finalement c'est une crise de régime, parce qu'on a tellement atteint à cette représentativité, cette intermédiation qui était censée jouer le politique, le journaliste, etc. On l'a tellement corrompu, alors justement en mettant en place ce système oligarchique qui fait que les médias ne portent plus une parole saine, véritable, etc., que ça crée nécessairement une rupture, une volonté de rupture et non pas seulement de réforme. Et c'est intéressant que le discours de Macron, ce soit un discours réformiste. C'est quelqu'un qui est dans le système, qui pense que le système tel qu'il existe reste fonctionnel, etc. Or, ce qu'on voit émerger avec les Gilets jaunes, c'est des gens qui disent mais non, c'est pas des réformes qu'on veut, c'est une rupture fondamentale. Et cette rupture, évidemment, elle ne peut pas passer par les gens qui sont à l'intérieur du système, y compris ceux qui ont joué le rôle, même de façon artificielle, parce qu'évidemment, ils y croyaient pas vraiment, comme la France Insoumise. Donc cette crise, en fait, touche tout le monde, et c'est ce qui explique, à mon avis, ce qui explique la violence, en fait, qui en surgit. Parce qu'évidemment, du coup, comment est-ce que vous imposez une rupture ? C'est par le rapport de force. Et cette violence qui s'inscrit dans la mobilisation, contrairement à ce qui a été dit... Qui répond à une autre violence, enfin. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je pense qu'elle la provoque, et elle a raison. Ils ont raison de la provoquer, parce qu'elle est essentielle. Aujourd'hui, la seule façon de provoquer un changement, c'est de faire trembler ces gens. C'est de montrer qu'en fait, la politique n'est pas un jeu, c'est pas une opportunité de carrière, c'est qu'il y a des corps qui le subissent. Et vous me disiez tout à l'heure, avant l'émission, qu'il y a une étude qui a montré qu'il y avait 15 000 morts. De l'INSERM, c'est une étude tout à fait sérieuse de l'INSERM dont on a parlé dans là-bas, tout à fait sérieuse, par des gens tout à fait sérieux, appliqués, qui prennent des quantités de données et qui ont établi ce chiffre de 15 000 morts qu'on peut attribuer au chômage, dans les familles, et voilà. Et ça, ce chiffre-là, ils ont établi ça il y a quelque temps, 2-3 ans, je crois. On les a fait venir, voilà, on a fait des émissions là-dessus, on a essayé de faire aucun succès. Sinon, ça reste oh, quel malheur, quel gros malheur. Ouais. 15 000 personnes, c'est une des violences, quoi. Surtout, c'est une violence politique. Et c'est une violence qui n'est pas ressentie par les hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que là, c'est ce que j'essaie de décrire, surtout en deuxième partie, un système de népotisme en fait institué dans lequel on s'assure avant tout de la préservation de ses propres intérêts, c'est-à-dire du fait qu'on ne sera jamais menacé de précarité, c'est-à-dire que c'est là où en fait toute la corruption a aussi un effet insidieux. C'est pas en soi la perte de quelques millions d'euros de salaire qui sont versés à des gens qui ne devraient pas le recevoir qui est importante. C'est le fait que du coup vous sortez ces gens de la société. Ces gens ne subissent plus les risques et les conséquences des politiques qu'ils appliquent. Et donc pour eux, ça devient une virtualité, le politique. Et le rapport au réel devient virtuel. Et là tu évoques la fabrique des élites. Voilà. Les écoles qui fabriquent les élites. Qui font qu'à 22 ans, vous êtes payé 6 000 euros par mois par l'État et vous savez que jusqu'à la fin de votre vie, si vous participez au système, c'est-à-dire que si in fine vous vous inféodez aux intérêts que l'on a décrits au début de ces oligarques, in fine, c'est-à-dire indirectement, vous serez toujours protégé. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est qu'il est très important de faire craindre à ces gens-là une forme de violence quelque part à nouveau. Leur faire craindre, c'est-à-dire qu'ils sentent dans leur chair que les décisions qu'ils prennent ont des conséquences et peuvent impliquer des responsabilités importantes, y compris justement physiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce tremblement qui existe pour qu'ils prennent conscience. Et là, j'ai vu un article intéressant dans RTL qui racontait que, selon des sources de l'Élysée, Macron avait été traumatisé par sa visite à Puy-en-Velay et que ce serait en fait la conséquence,
la raison de ce discours et de ce lâchage en fait qu'il a effectué de quelques prébendes avec la centaine d'euros dont on sait que c'est une entourloupe, mais c'est pas la question. C'est-à-dire cette première concession réelle depuis le début de la crise, ce serait le fait de cette peur physique qu'il a ressenti. C'est-à-dire que pour la première fois, il s'est rendu compte que c'est pas un jeu, qu'éventuellement lui aussi il pourrait être impacté. Ah, il me fait trembler, il est bonne. J'ai vu qu'il nous fait ça en plus, ce con. Les grandes entreprises vont payer, ils vont distribuer des primes, tous les grands groupes, parce que d'abord ils ont vraiment eu peur à un moment d'avoir leur tête sur des pics. Ils ont passé, les grandes entreprises, vous savez quand il y a eu le samedi terrible là, avec toutes les dégradations, ils avaient appelé le patron du MEDEF, je crois, ou de Bézieux, en lui disant tu lâches tout parce que sinon ils se sentaient menacés physiquement. Les grands patrons. Ah, vous voulez dire qu'il y a une démarche des grands patrons français qui physiquement pensaient qu'ils pouvaient être objectivement menacés en disant t'es gentil maintenant, faut lâcher avec tes gilets jaunes. Ils envoyaient des textos où tu dis tu lâches sur le SMIC, il faut qu'on distribue des primes, tu lâches tout. Bon, voilà. Alors là, ils distribuent des primes, c'est pas compliqué non plus. Ils ont 80% de leurs salariés qui sont à l'étranger. Alors ça leur coûte pas cher non plus, parce que ça ne concerne que la France. Alors ça va pas. Les remarques sont fondées. Voilà, ça va considérer quelques dizaines de milliers de salariés, ça va pas leur coûter très cher, mais ils le font. Donc c'est les bons élèves et ça leur évite d'avoir la tête tranchée. Ce qui nous a frappé dans les reportages qu'on a fait, que Dila et Gaylor ont fait là pour La Basse J'y suis. Parmi les gilets jaunes, parmi tous ces manifestants, ces gens venus souvent de loin, là on a fait des choses à Paris, mais on a fait aussi dans la Sarthe, c'est l'extraordinaire sincérité de leurs propos. Et La Basse J'y suis va rentrer dans sa 30e année l'année prochaine. Ça date depuis. Donc on a interviewé beaucoup de gens dans les milieux populaires, dans les milieux modestes, les militants, mais pas seulement. Mais il y a toujours quand même un peu. Je sais pas si tu fais un truc dans une manif. Les gars sont là, ils sont un peu à la CGT, ils sont syndiqués. Donc il y a un discours, quoi. Voilà, quand tu arrives avec ton micro, ils vont te dire des choses intéressantes, mais il y a quand même une idée. Ils sont mus par. On sait bien que le journaliste est un manipulateur manipulé, etc., mais qui accepte plus ou moins la manipulation. Là, c'est pas ça du tout. Les gens sont d'une sincérité totale. Mais ils réapprennent à parler. Absolument. C'est la conquête de la parole. C'est la maîtrise de la parole. C'est pour ça qu'il y a eu ce mépris de la part de tous les éditorialistes, les journalistes, etc. Parce qu'ils voyaient des gens qui, évidemment, sont dans un babil. Parce qu'ils ont. Et il y a ce mépris pour une double raison. D'une part, parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'ils sentent bien que qui est visé par le fait que ces gens commencent à parler, c'est ceux qui portaient leur parole. Ou t'es censé porter leur parole. Donc c'est les journalistes. Et évidemment, du coup, ils veulent censurer en disant mais non, vous êtes nuls, vous savez pas parler. C'est nous qui parlons à votre place. Nous, on sait parler. Vous voyez à quel point c'est bien la preuve qu'il faut qu'on existe. Parce qu'en fait, ce que ça menace, ce mouvement, c'est leur existence même. Bien sûr, donc du coup, il y a une résistance extrêmement forte. Et évidemment, et encore une fois, j'en reviens à ça, évidemment que le discours n'est pas forcément très élaboré ou quoi que ce soit au départ, mais parce que c'est un truc qui vient du cœur, qui est impulsif et qui va se construire à partir justement de ce réapprentissage. Qui vient du cœur et qui vient de la vie, parce que ce qu'ils racontent, c'est leur expérience. Moi, je gagne et tant, le 10, c'est la fin du mois. Et c'est là l'autre grande découverte de ce mouvement, entre guillemets, pour ceux qui avaient voulu l'oublier, c'est que l'expérience est productrice de pensée. C'est-à-dire que le rapport au réel est producteur de pensée. Il suffit pas de passer par des études, etc. pour penser, en fait. On peut penser très directement à partir du corps, à partir du rapport immédiat au réel, en fait. Et c'est ce que font ces gens. C'est qu'ils montrent qu'ils sont capables d'association d'idées, d'intelligence, au sens de faire du lien, que n'étaient pas capables de faire les gens théoriquement formés, etc. Et qu'en fait, qu'on a appris à embobiner. Que les élites politiques qui ont fait les mêmes études ont un peu mieux, parce qu'à Sciences Po, où sont formés 3/4 des journalistes, ou avec les CFJ, ils ont ajouté l'ENA. Donc ils ont ajouté 2
2 ans de plus de formation de façon, et ils ont été sélectionnés pour être juste un peu au-dessus des autres, et du coup savoir comment les manipuler. Et du coup, à un moment, on revient à la base et on dit, mais non, mais très, très simplement, on arrête avec les PLF, les je sais pas quoi, tous les acronymes qui sont tout autant de trucs pour essayer d'enguirlander le monde. On dit, non, très, très simplement, là, on nous chope 5 milliards, là, on les redistribue à 100 personnes, il y a un problème. On taxe 30 millions de personnes d'un côté pour les filer à 1000, vous pouvez me raconter, vous pouvez couvrir tout ça comme vous le voulez, dans les faits, il y a une arnaque. Il y a une arnaque et c'est aussi simple que ça, et en fait, c'est vrai. Et ce qu'on essaie de déguiser après sous forme de populisme, etc., c'est même pas un parler vrai. C'est juste, c'est l'évidence. C'est juste qu'on a tellement oublié l'évidence qu'on se retrouve à devoir essayer de dénoncer le fait qu'elle soit dite. Et puis il y a déjà des acquis. Moi, je considère que toute lutte, dès qu'elle commence, est une victoire. Il suffit qu'elle commence pour que ça en soit une. Et là, ce qu'on a vu, nous, c'est des changements dans les relations des gens entre eux. La joie, la joie, la rigolade. On se sent plus seul. Absolument. Non, mais surtout, jusqu'ici, en fait, il y avait une volonté, et ça, je tiens à le dire. Comme la crise, par exemple, de 2008, a été tellement passée sous le boisseau médiatiquement, dans le sens où il n'y avait aucune force politique qui a été capable de mettre des mots sur cette crise. Il n'y a aucune force médiatique qui était capable de la décrire au point où on avait des gens qui allaient se brûler devant Pôle emploi, pour essayer de mettre cette parole dans l'espace public en acte, parce qu'il y avait un tel... il y a eu tellement ça qu'il y a eu une individualisation de la souffrance. Les gens ont commencé à se rendre responsables de leur situation personnelle, parce qu'il n'y avait plus de capacité à collectiver, parce qu'en plus on était dans il y a l'effondrement des grands discours, des grandes idéologies, et donc on a eu un moment où en fait cette violence s'est retournée contre soi. Et là tout d'un coup, elle sort. Il y a une rupture de ça, on dit mais non, en fait, on n'était pas responsable de notre malheur, et parce qu'on est des millions à avoir souffert, on est des millions à avoir subi ça, et du coup c'est bonheur de se sentir appartenir à quelque chose, alors qu'on a été écrasé, réduit à... Et ça touche toutes les classes sociales. Ça c'est quelque chose qui en fait est entendable par tout le monde. Et ça, c'est un acquis, c'est extraordinaire, évidemment. Et il y avait un deuxième acquis dont je me souviens plus. Merci, Juan Branco. Crépuscule.